Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'Iris, qui va être en fait la dernière chronique de la saison, puisqu'on va faire une pause pendant l'été jusqu'à la rentrée de septembre, dont je vous reparlerai. L'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de dire quelques mots sur la période en Amérique latine, avec deux, trois éléments assez importants, me semble-t-il, et puis expliquer aussi, ce sera un peu différent que ce qu'on fait d'habitude, expliquer un petit peu comment on va se projeter à la rentrée et quel va être le programme finalement de latino-américains de l'Iris à partir de la rentrée, après les vacances pour ceux et celles qui pourront en prendre. Alors, au moment où on enregistre cette vidéo, encore une fois, beaucoup de choses se passent en Amérique latine. On voit, comme on avait analysé en Équateur, un phénomène similaire au Panama. On voit qu'au Panama, ça fait 3 semaines qu'il y a des mobilisations sociales de grande ampleur. On dit là-bas que la crise politique et sociale que connaît le pays n'a pas eu d'égal depuis 1989 et l'invasion par les États-Unis du pays pour déloger leur ancien ami Manuel Noriega, mais c'est une autre histoire. En tout cas, les convulsions qui saisissent le Panama aujourd'hui sont très comparables dans leur cause et dans leur déploiement à ce que nous avons analysé ensemble dans la chronique précédente sur l'Équateur, c'est-à-dire à la fois l'impact de la crise ukrainienne dans la région, additionné, articulé à des dynamiques de crise politique, économique et sociale interne. Comme en Équateur, au Panama, des revendications contre la vie chère, contre l'inflation, les poussées inflationnistes liées au conflit ukrainien. Et comme en Équateur, ce qui a déclenché tout ça cette fois-ci, c'est l'augmentation du prix du carburant, encore une fois. Mais derrière ça, il y a des revendications sur le blocage des prix sur l'alimentation, sur les médicaments, etc. Et il y a donc aujourd'hui une table de dialogue qui s'ouvre entre le gouvernement et ce vaste mouvement de contestation sociale au Panama pour obtenir des choses sur ces domaines-là. Donc on voit se propager en Amérique latine les effets déjà politiques et sociaux induits par la crise ukrainienne de nouveau. Au moment où on enregistre aujourd'hui, en Amérique latine, il y a aussi l'installation, comme on dit là-bas, du nouveau congrès en Colombie, le 20 juillet 2022, pour 4 ans, et qui va accompagner les premiers pas du gouvernement de Gustavo Petro, qui a gagné l'élection présidentielle le 19 juin, on l'avait analysé ensemble aussi. Gustavo Petro va démarrer le 7 août son gouvernement avec un congrès où il aura une alliance qui lui permettra de gouvernement avec une majorité au sein de la Chambre des représentants et également du Sénat. Lui n'est pas majoritaire avec son alliance, sa coalition de gauche au sein du Congrès, mais il a réussi à négocier des alliances avec les partis du centre, une partie du centre droit, des indépendants, qui vont lui permettre de pouvoir en tout cas entamer les réformes qu'il veut pour son pays. On analysera, on suivra tout ça, mais on va se quitter au moment où justement se met en place ce nouveau congrès en Colombie. Et puis on va se quitter cet été avec aussi, des éléments nouveaux, ou en tout cas qui confirment la dégradation des relations entre l'Amérique latine et les États-Unis. Le bilan du 9e sommet des Amériques qu'on avait aussi analysé ici, qui s'est tenu début juin à Los Angeles, est quand même globalement un flop pour la diplomatie américaine. Beaucoup de chefs d'État ne s'étaient pas rendus, on s'en souvient, à ce congrès, à commencer par Andrés Manuel López Obrador du Mexique pour protester contre l'exclusion du Nicaragua, du Venezuela et de Cuba, et d'autres dont son sillage n'était pas là. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti de ce sommet là-bas. Encore une fois, ça a surtout servi de tribune à tout un tas de chefs latino-américains pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ces pratiques des États-Unis, pour dire qui pouvait être là, qui n'était pas là. Je pense par exemple au CARICOM, l'alliance des 15 pays de la Caraïbe, qui ont une voix très forte pour dire qu'ils critiquaient la politique américaine sur Cuba, mais aussi sur le Venezuela, parce que les pays de la Caraïbe aimeraient bien d'une normalisation pour pouvoir rebénéficier en quelque sorte de la coopération énergétique vénézuélienne en termes de pétrole pour ces pays de la Caraïbe qui en ont beaucoup besoin. Bref, ça a été une tribune pour critiquer l'administration américaine et critiquer le fait que finalement on attendait beaucoup de Biden et il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis son élection, et que c'est finalement les mêmes politiques qui étaient mises en place sous l'administration de Trump qui continuent d'exister. Donc c'était très critique. Biden est venu avec une proposition qui s'appelle America's Partnership for Economic Prosperity, c'est-à-dire le partenariat des Amériques pour une prospérité économique,
qui est très vague, qui ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est que Biden propose, grosso modo, une mobilisation des investissements privés américains et des entreprises dans la région en matière de transition écologique. Ça renvoie à son agenda pour la région, s'allier sur les questions de transition énergétique, d'économie durable, mais s'allier si les pilotes américains, en quelque sorte, prennent des distances avec l'adversaire chinois dans la région. Ce plan reprend un peu les grandes lignes de tout cela, des directions vers la décarbonisation de l'économie américaine, des investissements privés plus importants, augmenter le capital de la Banque interaméricaine de développement, mais pas de chiffres précis, pas d'engagement précis, des orientations un peu comme ça, qui, encore une fois, n'apportent pas grand-chose de nouveau, mais sont rassemblés dans ce plan qui a ce nom. Pas grand-chose de plus, et quelques pays latino-américains qui souhaitaient aller plus loin dans les relations bilatérales avec l'administration Biden en matière de, par exemple, d'accords de libre-échange, je pense à l'Équateur ou à l'Uruguay, ont été en fait éconduits par l'administration Biden qui ne veut pas pour l'instant relancer des négociations avec eux sur ces questions-là. Donc c'était pas exceptionnel pour eux, qui sont pourtant des pays à droite en Amérique latine, les peu qui restent, mais ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient de l'administration Biden. Et Jair Bolsonaro qui avait fait le déplacement en mettant les enchères très haut, en disant qu'il viendrait à ce sommet uniquement si il avait le droit à une rencontre bilatérale avec le président américain, a eu sa rencontre bilatérale, mais dont il n'est pas sorti non plus grand-chose. Donc un sommet qui ne restera pas dans les annales des relations et qui nous dit à quel point aujourd'hui les États-Unis n'ont plus l'hégémonie qu'ils avaient auparavant dans la région. Et aujourd'hui, on voit bien que les Latino-Américains ne veulent pas rompre avec les États-Unis, mais ne veulent pas non plus rompre avec les Chinois. C'est ça le fond de l'affaire. Et on est dans cette situation-là. Donc voilà un peu la situation en Amérique latine avant l'été. Dire aussi que dans la région, un autre processus va nous intéresser, c'est celui du Chili, bien sûr. Le 4 septembre, je vais redire un mot, référendum sur la nouvelle constitution, sur un projet de nouvelle constitution. Les choses vont pas très bien pour le gouvernement de M. Gabriel Boric, puisque plus de 60% d'après les enquêtes des Chiliens n'ont pas une bonne image de lui et de son action aujourd'hui. Et aujourd'hui, à l'heure où on se parle, eh bien, c'est un rejet du texte de constitution qui l'emporterait à quelques semaines du référendum. Beaucoup de Chiliens considérant que cette constitution, par certains aspects, est peut-être trop radicale. On analysera ensemble à la rentrée. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas bien parti. Plusieurs scénarios sont à l'œuvre. Si un non l'emportait le 4 septembre, le gouvernement propose un nouveau processus constituant. On rappellerait les Chiliens au vote pour savoir s'ils veulent remettre en place une nouvelle assemblée constituante, qu'une nouvelle constitution soit discutée au sein du Congrès simplement, ou si on met en place un groupe d'experts qui retravaillera un nouveau texte fondamental pour le Chili. Donc tout ça est très lourd, très incertain. Peut-être y aura-t-il une fatigue aussi des Chiliens d'être appelés aux urnes trop souvent, très souvent, pour donner un point de vue, puis après rediscuter, recommencer ce qui aurait été rejeté dans un vote précédent. Tout ça est très compliqué et on voit qu'autour du président Boric, eh bien, le consensus se réduit autour du soutien qu'il est fait à ses propositions sur la Constitution. Mais on verra tout ça. Évidemment, à la rentrée, on va donc aborder ces sujets. Le 4 septembre, nous organiserons dans le cadre de l'Observatoire électoral 2022 de l'Amérique latine précisément une conférence publique sur, la Constitution, le vote au Chili dont je viens de parler, pas le 4 septembre, pardon, mais le 8 septembre. On organisera ça avec la présence de Carlos Ominami, qui est l'ancien ministre des Finances du Chili et qui est notre partenaire au sein de l'Observatoire. Et on analysera avec lui les résultats finalement de ce référendum, donc le 8 septembre, à noter dans vos agendas. Et puis évidemment, on va aussi rapidement à la rentrée préparer l'élection brésilienne du 2 octobre et du 30 octobre s'il y a un deuxième tour. Là aussi, toute une série d'événements et d'analyses seront publiés au sein de notre observatoire à partir de la rentrée. Et une date qu'on peut déjà retenir, c'est celle du 13 octobre. Donc on sera une semaine après le premier tour de l'élection présidentielle au Brésil. Et bien nous organiserons aussi dans l'observatoire et à l'IRIS une visioconférence publique avec l'ancien ministre des Affaires étrangères du Brésil, qui peut-être aurait un nouveau rôle aussi dans un gouvernement brésilien si Lula était élu à cette élection. C'est Celso Amorim qui sera avec nous le 13 octobre pour analyser
et discuter les résultats de l'élection présidentielle du 2 octobre au Brésil. Donc vous voyez qu'on a déjà pour la rentrée un agenda qui se précise, qui va être d'assez haut niveau pour nous permettre de suivre ces deux processus fondamentaux dans la région d'Amérique du Sud, à la fois l'élection présidentielle brésilienne et puis les suites du référendum sur la nouvelle constitution au Chili. Voilà, sur ces quelques mots, eh bien, je vous salue pour celles et ceux qui auront la possibilité de prendre des vacances au mois d'août. Et on se retrouvera donc pour une nouvelle chronique de l'Amérique latine de l'IRIS à partir de fin août ou début septembre pour aborder cette rentrée qui s'annonce chargée et passionnante. Au revoir.